Tout comme moi, vous avez sûrement dû mater le Grand Prix de Toscane au Mugello il y a quelques semaines. Et tout comme moi, vous avez constaté vraiment le talent de ces pilotes lorsqu'il s'agit d'éviter un obstacle sur la piste. Bon, je charrie bien sûr, hein. Qui suis-je vraiment sur cette terre, sur cette planète, pour juger de la qualité de ces pilotes de génie? Mais enfin bref, ce carambolage m'a permis de souffler pendant quelques minutes avec l'arrivée du drapeau rouge, signe d'arrêt de la course. Et pendant cette interruption, je me suis mis à réfléchir, ce qui est rare bien sûr pour être souligné. Et je me suis dit, combien de courses ont été interrompues dans les premiers tours par un drapeau rouge et est-ce que ça pourrait faire une bonne vidéo? Concernant le nombre de courses, moi j'en ai trouvé 45. Et concernant la qualité de la vidéo qui va suivre, ça on verra à la fin avec le ratio pouce bleu, pouce rouge. 45 courses donc impactées par l'agitation du drapeau rouge dans les 5 premiers tours de course. Pour le bien de cette vidéo, parce que j'ai pas envie de vous ennuyer à mourir, on va réduire la liste à 5. Installez-vous confortablement, asseyez-vous, prenez quelque chose de chaud, de sucré, un thé peut-être, un café, je ne sais pas quelle est votre préférence. Bien sûr, signalez-le moi dans les commentaires. Et c'est parti si vous le voulez bien. The big question is, can Jean-Pierre Jarier on wet weather tyres hold off the white Hesketh of James Hunt? On commence avec du lourd puisque le carambolage du Grand Prix de Grande-Bretagne 1973 est l'un des plus importants de l'histoire de la Formule 1. Cette année-là, le futur champion du monde Jody Scheckter se traîne une sale réputation. Le Sud-Africain était un pilote très agressif et ça ne plaisait pas forcément à tout le monde. En Angleterre, Scheckter est surveillé de très près et manque de bol, il provoque un crash. Le pilote McLaren envoie sa voiture en tête à queue dans le dernier virage dans le premier tour. Arrêté en plein milieu de la piste, Scheckter est évité de justesse par quelques pilotes, mais pas tous. À partir de là, c'est le carnage. Jackie Stewart, Ronnie Peterson, Carlos Reutemann, Jody Scheckter ahead of Danny Hulme, and then Francois Sebert. Jody Schecter's lost it. Jody Scheckter has been hit. Il ne faut que quelques secondes à peine pour que la ligne droite des stands ressemble à une scène de guerre. Il y a des carcasses de voitures de partout. Impossible de pouvoir continuer la course dans ces conditions. Pour la première fois de l'histoire, la direction suspend le Grand Prix suite à un accident. Au total, 13 pilotes ont été impliqués de près ou de loin dans l'affaire. Parmi les plus chanceux, on trouve James Hunt qui n'a cassé qu'une boîte à air. L'Anglais peut repartir vu qu'une équipe adverse lui prête gentiment une pièce de rechange. Admirez la différence de forme et de couleur. Mais parmi les moins chanceux, on trouve le pauvre Andrea De Adamic. L'Italien percute de plein fouet une voiture arrêtée et se pète les jambes. L'avant de sa voiture est tellement compacté qu'il y reste coincé pendant une demi-heure malgré l'aide de nombreux commissaires. Sa carrière en Formule 1 s'arrête ici. Ah vraiment, cette course c'est un désastre. Pourtant, un second départ est donné 1h30 plus tard. Sur les 13 pilotes impliqués, 9 ne repartent pas pour cause de dégâts trop importants. Sans compter de Adamic, on trouve ainsi toute l'équipe Surtees, composée de 3 voitures, et les 2 F1 du Team Shadow. Aucun autre incident ne vient perturber le deuxième départ, mais la bourde de Scheckter ne passe pas inaperçue. Le Sudaf est gentiment prié de ne plus se rendre sur les circuits jusqu'à la fin de la saison 73. Et 2 ans plus tard, le virage où Scheckter est parti en tête à queue est supprimé pour faire place à une chicane. Bonjour, je me permets d'interrompre ce film pour vous parler un petit peu technique. Pendant de très longues années en Formule 1, les équipes avaient le droit, non pas à 2, mais à 3 voitures sur un week-end de Grand Prix. La première voiture, bien sûr, était dédiée au premier pilote, ce qui est tout à fait logique. La deuxième voiture, attention, petit twist, était dédiée au deuxième pilote, bien sûr. C'était un prank. Et enfin, il y avait une troisième voiture, non pas pour un troisième pilote, mais cette voiture était dite voiture de réserve. Les Anglais l'appelaient plus communément T-Car, bien sûr, pour un T pour test, ou Spare Car, bien sûr, voiture de réserve. Les Français, en revanche, l'appelaient mulet. Et ce mulet, il servait un petit peu de voiture laboratoire pendant un week-end de course. C'est-à-dire que le pilote numéro 1 ou numéro 2 pouvait rouler avec pendant les essais, pendant les qualifications aussi ou pendant le warm-up avant la course. Et si jamais un de ces 2 pilotes avait un souci sur sa voiture principale ou si jamais il connaissait un accident pendant la course et que le drapeau rouge était de sortie, eh bien ce pilote pouvait emprunter le mulet et disputer le reste des débats avec cette voiture. C'est bon pour tout le monde? Allez, on est reparti. There are appropriate words for Keke Rosberg. He may
have been prepared to move over. And look at that! Out that and colossally, that's Mansell! That is Nigel Mansell! Avant d'être le rapide Red Bull Ring qu'on connaît aujourd'hui, le circuit autrichien avait la forme de l'encore plus rapide Österreichring. Introduit au calendrier dans les années 70, ces longues lignes droites et ces virages interminables devenaient au fil des années de plus en plus problématiques niveau sécurité. L'édition 1987 du Grand Prix d'Autriche a donc de fortes chances d'être la toute dernière course de ce pays avant un paquet de temps. Une crainte qui se confirme dès le départ de la course. À l'extinction des feux, Martin Brundle perd inexplicablement le contrôle de sa track speed. Pour l'éviter, plusieurs pilotes ralentissent et se déportent dans la même direction, ce qui n'est jamais une très bonne idée. 5 pilotes supplémentaires cassent leur voiture dans divers accrochages et obstruent l'entrée du premier virage. Branle-bas de combat au sein de la direction de course, on brandit le drapeau rouge. Il faut 30 minutes au commissaire pour tout nettoyer et aux mécaniciens pour réparer ce qui est réparable. 3 pilotes sautent dans leur mulet. Martin Brundle, Piercarlo Ghinzani, Jonathan Palmer. Un deuxième départ est donc donné, sauf que rien ne se passe comme prévu. En première ligne, Nigel Mansell reste bloqué sur une vitesse. Pour éviter le Briton au ralenti, Riccardo Patrese serre Eddie Cheever contre le mur. Stefan Johansson le percute avant d'être percuté à son tour par Brundle. Ghinzani pile en plein milieu de la piste, il est touché par Alex Caffi. Attendez, j'ai pas fini. Les deux Philippe, Alio Estreff et Ivan Capelli s'accrochent entre eux. Et enfin, Pascal Fabre, sur sa vaillante AGS, se sert de l'épave de Streff comme rampe de lancement. We're underway, and Mansell has a problem at the start. Nigel Mansell on the outside, his cars bunch up behind him. Has made a terrible start, and cars are now pressed along the wall. It looks like one of the Tyrrells again. And we have another incredible crash here at the Österreich Ring. La poussière retombe, le brouhaha s'estompe, et c'est désormais 10 voitures qui bouchent la piste. Scène inédite. On représente le drapeau rouge, on renettoie la piste pendant une demi-heure, et on se reprépare à repartir pour une troisième fois. Ah, on me signale dans l'oreillette que je n'ai pas qu'Eddie Cheever a un petit mois passé. On vous écoute, Eddie. You were actually in the T-cart for the first start and the second start. Can they repair your race car so that you can make the third start? Yeah, what am I going to do for the fourth and the fifth one? Do you want to make a third start? I mean, it must be getting a bit spooky out there. No, it's just, the track is much too narrow, and if any car stopped, I mean, there wouldn't have been any problem if Mansell, I think it's Mansell had a problem there, but nothing. Mansell did slow down on the very first row, yes. And that was the problem, because everybody arrives, I can't see what happens at the last minute, and you cannot brake, otherwise the guys behind you hit you. In fact, in the end, that's what happened. 8 pilotes se glissent dans leur mulet pour le troisième départ. Senna, Patrese, Brundle, Johansson, Alio, Ghinzani, Caffi, Fabre. Pris dans les deux crashs, Philippe Streff est le seul à abandonner par manque de voiture de rechange. Le troisième départ, parlons-en. Figurez-vous qu'il se déroule sans encombre. Il faut dire aussi que sur la grille de départ, il n'y a que 18 pilotes de présence sur les 26, les autres ayant abandonné ou partant depuis les garages. Étonnamment, ce fut la dernière fois que l'Österreichring accueillait un Grand Prix de Formule 1. Au revoir! À bientôt! Ça c'est Kinder Bueno, et c'est bueno. Center to go for time. It's going to be too late. Wheel to wheel stuff. Look at this, they're almost touching. Mansell gets in there. On vient de passer en revue une course avec 3 départs donnés. Impossible de faire mieux, non? Mais impossible n'est pas Spa-Francorchamps. Nous sommes en 1990, il fait bon vivre, et boum, il y a un Grand Prix en Belgique. Au départ, Nelson Piquet nous gratifie d'une belle bourde en ratant son freinage pour aller percuter l'arrière de Nigel Mansell, son meilleur pote. Plus loin, Nicolas Larini flingue son moteur, Martin Donnelly veut l'éviter, mais vous l'aurez deviné, il percute son équipier. Notons également qu'Aguri Suzuki pète une suspension, qu'Emanuele Pirro part en tête à queue, et que Stefano Modena et Satoru Nakajima s'accrochent 3 virages plus loin. Il y a des voitures arrêtées aux 4 coins du circuit, vraiment c'est un scandale. Drapeau rouge donc, on se repose 25 minutes pour calmer les ardeurs de tout le monde et on reprend les débats. Chez l'équipe Lotus, 2 pilotes se disputent un seul mulet. Derek Warwick a la priorité, son équipier Donnelly abandonne. Suzuki abandonne aussi, puisqu'il a déjà cassé ses 2 voitures attitrées, et ça c'est une prouesse. Le deuxième départ se passe bien, sauf que, encore un drapeau rouge, mais que s'est-il passé? Il est provoqué par l'héritier des pattes, Paolo Barilla. C'est pas une blague, hein, il est vraiment à la tête de l'Empire Barilla. C'est pas parce que je m'appelle Formule Moyen que tout est prétexte à la déconne, hein. On en est où là? S'il y a une chose sur cette planète avec laquelle je ne rigole pas, c'est bien les pattes. Putain. Enfin bref, excusez-moi pour ça, Barilla vient d'échapper à la mort, ni plus ni moins. L'Italien a explosé sa Minardi dans le raidillon, le virage le plus dangereux au monde, mais s'en sort indemne. Il faut là aussi près d'une demi-heure pour tout nettoyer. Évidemment, Barilla ne repart pas, encore sonné par le choc, et son équipier Pierluigi Martini, absolument pas impliqué dans la vente d'alcool par contre, monte dans le mulet après s'être fait Andrea De Cesarise par Andrea De Cesaris.
Petit fun fact à caler dans votre prochain dîner mondain, Donnelly avait abandonné dans le premier départ, puis pris le micro de la BBC pour commenter la course. Sauf que l'Anglais revient sur le circuit en catastrophe avant la fin du deuxième drapeau rouge. Il se trouve que ses mécaniciens ont eu le temps de réparer sa voiture endommagée. Finalement, la troisième sera la bonne, puisque le troisième départ se déroule tranquillement. Ayrton Senna remporte la course devant Alain Prost et Gerhard Berger. Bon, celui-là, il est cultissime. Ce serait donc un crime que de passer à côté. Par contre, j'espère juste que la foule du copyright s'abatte pas sur moi. On verra bien. L'intrigue, vous la connaissez, blablabla 98, blablabla Spa-Francorchamps, blablabla il pleut, blablabla départ de la course. Ok. À la sortie du premier virage, les monoplaces plongent littéralement vers l'inconnu car on voit absolument rien à cause des projections d'eau. David Coulthard pose ses roues sur une plaque d'égout et il vire d'un coup sec contre le mur en béton. Un choc en appelle un autre, Coulthard ricoche et s'en va vers l'autre extrémité de la piste, et là c'est le drame. Juste derrière, Eddie Irvine pile pour l'éviter, mais il se fait percuter par ce qui semble être la Benetton d'Alexander Wurz. Ah oui, c'est lui. Pensant être tiré d'affaire, Johnny Herbert est gratuitement envoyé en tête à queue, cadeau de la maison. Le ralentissement soudain provoqué par ces crashs à la chaîne surprend Pedro Diniz. Le pilote Arrows fait d'une pierre deux coups en éliminant Rubens Barrichello et Jarno Trulli, et il percute son équipier Mika Salo qui est propulsé vers les compressions de César que sont devenues les voitures d'Irvine et Coulthard. Nous en sommes déjà à 8 pilotes touchés, mais c'est loin d'être la fin de ce bordel. Mal qualifié et également mal parti, Olivier Panis voit les bouts de carbone voler, donc il lève logiquement le pied. Et même si Tora Takagi lève lui aussi le pied, c'est bien moins que le français, donc les deux hommes s'accrochent et rejoignent les autres véhicules en perdition. Enfin, la cerise sur le gâteau, elle est magnifique et je l'ai nommé Ricardo Rosset. Le Brésilien est loin derrière au moment du carambolage, pourtant il continue d'accélérer vraiment comme un débile. Rosset rentre à pleine vitesse dans Panis et Takagi et parachève un spectacle extraordinaire. Comme d'habitude est pas mal. Schumacher troisième. Oh là la poupe, ça tape fort. On va arrêter la course, Pierre. Et c'est Coulthard. C'est Coulthard qui était très mal parti. Regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un carambolage gigantesque à la sortie de l'épingle de la source. Pierre, c'est le problème des départs sous la pluie. On voit pas à 1 mètre et regardez le carnage. Au final, ce sont 13 pilotes qui ont été mis au tapis en 9 secondes chrono. Tous les pilotes de la 11e à la 21e place, sans exception, ont été pris dans ce crash monumental. Les écuries Prost, Arrows et Tyrrell ont perdu leurs 2 voitures dans l'accident, et les pilotes doivent la jouer à pile ou face pour déterminer celui qui aura la chance de rouler dans la voiture de réserve pour le deuxième départ. Parce que oui, malgré le déluge de Noé, et malgré un carambolage qui a failli tuer tout le monde, la direction de course décide de relancer la course. À ce petit jeu, Panis, Salo, Barrichello et Rosset ne repartent pas, aucune voiture de disponible pour eux. Le deuxième départ, et le reste de la course d'ailleurs, il est tout aussi culte que le premier. Je parle ici d'un Mika Hakkinen out au premier virage, d'un Michael Schumacher des grands jours qui surclasse ses adversaires, du pur Schumi vraiment comme on n'en fait plus. Sauf qu'il se fait assassiner par David Coulthard, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Un attentat qui donne la victoire sur un plateau à la Jordan de Damon Hill. Enfin, pour conclure, parlons du Grand Prix d'Europe 2007. La course est disputée en Allemagne, en plein mois de juillet, les risques d'orage étaient donc extrêmement grands. C'est ici que Markus Winkelhock disputait son premier et unique Grand Prix en Formule 1 dans la voiture de l'équipe Spyker, qui sentait tout sauf la rose. Contrairement à ses adversaires, Winkelhock est un habitué des courses en Allemagne, il sentait l'orage venir. Dans un éclair de génie, il décide de rentrer au stand avant même le début de la course et des premières gouttes pour passer les pneus pluie. Comme disent nos vieux garçons de Newell, que je salue aujourd'hui, ils sont nombreux à me regarder à chaque fois. El tiempo te dará la razón. Mais pourquoi le temps lui donne la razón ? Figurez-vous qu'il se met à pleuvoir dès le premier tour. Du coup, tout le monde s'arrête, ce qui permet à Winkelhock de passer de la dernière place à la première en quelques minutes, sans effectuer le moindre dépassement en piste. Écrivez-le dans un livre d'histoire que je vous croirai même pas. C'est juste impossible. Un type qui touche une F1 pour la première fois de sa vie, une poubelle en plus, et qui mène un Grand Prix, cette improbabilité des événements pouvait ouvrir une faille spatio-temporelle et mettre à mal la survie de l'espèce humaine. Donc la direction de course a fait la chose la plus sensée en présentant le drapeau rouge au bout de 5 tours. Bon, il faut dire aussi que la pluie était beaucoup trop importante pour que la course se déroule dans des conditions tolérables. Par exemple, 5 pilotes perdent le contrôle de leur voiture dans le même virage et se retrouvent tankés dans les graviers. Une fois la pluie stoppée et le circuit à peu près sec, pas de deuxième départ, mais une relance de la course par la voiture de sécurité. Winkelhock, qui était à la tête du cortège, se fait directement avaler par tout le monde, c'était pas beau à voir. 5 minutes plus tard,
il abandonne à une honteuse avant-dernière place. Merci Marcus, merci pour tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, vous recevez des notifications sur votre téléphone, sur votre ordinateur lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et comme ça, vous êtes vraiment aux avant-postes pour la déguster. Et ça, mes amis, eh bien, ça fait toujours plaisir. Avec vos petits doigts comme ceci, écrivez-moi un commentaire gentil, de préférence en dessous de la vidéo. Voilà, est-ce qu'il y a un sujet de vidéo sur un pilote, sur une équipe, sur un Grand Prix ou peut-être quelque chose qui sort du cadre de la Formule 1 et que vous aimeriez que j'aborde? On est en 2020, on est bientôt en 2021 et vraiment, je ne me fixe aucune limite. S'il faut parler de TCR costaricain, s'il faut parler de l'ADA National Championship en Biélorussie ou que sais-je encore, eh bien je serai le premier à le faire et toujours avec la banane, bien sûr. Ah, j'oubliais aussi, rendez-vous vraiment sur formulemoyen.com, c'est mon site. J'essaye de publier des articles sur l'histoire de la Formule 1 et ce avec la régularité d'un horloger suisse. Rendez-vous dans 6 mois pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.